on va commencer, voilà, on va être ponctuel. Bon, j'ai eu pas mal de, j'ai eu quelques SMS aujourd'hui me disant catastrophe, et ceux qui me les ont envoyés étaient catastrophés parce que cloués au lit par le Covid, ils ont été obligés de renoncer, donc on est en plus petit comité que prévu, ça tombe comme des mouches de tous les côtés en ce moment. Mais Pierre Vergniaud, vous êtes la fidèle au poste, c'est l'essentiel évidemment. Donc bonsoir à tous, merci d'être là justement dans ces conditions qui ne sont pas faciles. Avant de saluer comme il le faut et d'écouter comme il le faut Pierre Vergniaud, je vous rappelle que dans un mois, déjà le 16 février, nous aurons la quatrième de ces rencontres de l'année, avec, et là on change par rapport à l'habitude, quand je dis ça, le premier visé c'est moi-même, avec une jeune, pardonnez-moi, on a le même âge, donc je peux dire ça, voilà, donc j'allais dire, voilà, c'est pas toujours le cas, mais bon, on aimerait bien faire partie des jeunes, ouais. Depuis un an ou deux, c'est fini, quoi, pour dire longtemps. Donc, avec une jeune, et donc, puisque c'est une femme, bon, il y a souvent plutôt des vieux messieurs, probablement comme je suis un vieux monsieur, j'invite les vieux messieurs, voilà, tout simplement, voilà. Et donc, Ariel Spigler, qui est vraiment quelqu'un de remarquable, qui a publié 2 livres, le second était déjà chez Gallimard, donc ça va très vite, et on lit souvent dans les gazettes bien informées, et dans tous ceux qui s'intéressent à la poésie, des choses très élogieuses sur Ariel Spigler, moi je la connais bien, et ce sera une belle découverte pour vous tous, j'imagine. Bon, si quand on publie chez Gallimard, on peut quand même avoir des lecteurs, mais enfin c'est vrai que Ariel Spigler ne joue pas encore dans la même cour que Pierre Vergniaud, c'est sûr. Voilà, Pierre Vergniaud. Tout est sur la table. On dispose facilement de quelques repères qui suffisent amplement à dire qui vous êtes en surface, qui est l'homme, mais pas forcément d'où vient et où va l'écrivain. Bon, je vais rappeler des choses que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque je crois que ceux qui sont là sont de vos lecteurs, mais enfin, vous êtes né à Brive en 1949 et vous y êtes resté jusqu'au bac. Ensuite, c'est une carrière académique riche, avec une Hippocagne à Limoges et à Bordeaux, Normal Sup, Saint-Cloud et l'agrégation d'aide moderne. Enfin, last but not least, comme on dit, vous avez soutenu une thèse de doctorat sous la conduite de Roland Barthes. Si vous pouvez nous en dire quelques mots tout à l'heure, moi ça m'intéresse. Alors, peut-être un mot ou deux de votre thèse, et puis quelques mots sur le souvenir que vous avez de Roland Barthes. Je sais pas, ça peut être émouvant, je trouve, de souvenir de Roland Barthes. Enfin voilà, je le propose. Voilà. Vous deviendrez assez logiquement professeur de lettres, et de façon un peu plus surprenante, vous vous installerez en région parisienne, pas bien loin d'ici, puisque là aussi, c'est public et bien connu de tout le monde, vous habitez à Gif-sur-Yvette à Gif. Votre premier engagement est assez banalement politique, et rien de très surprenant pour un homme de votre génération. Ce sera au Parti communiste que vous êtes malgré tout assez tard, en 1985. Votre autre vie, votre vraie vie, je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets ou pas, choisie autant qu'on puisse choisir une vie d'écrivain, commencera à peu de choses près à ce moment-là, puisque Catherine, votre premier récit, sort en 1984. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Vos lecteurs le savent, on retrouvera Cathy tout au long de vos carnets de notes. Vous poursuivez en parallèle une activité artistique, puisque vous êtes aussi sculpteur avec de la ferraille ou des ferrailles. Quand vous dites, c'est public, quand votre santé ne vous joue pas des tours et vous le permet. Et puis, vous avez enseigné à l'école, d'abord en collège, on n'a pas la raison de ne pas rappeler, parce que je crois que c'est un épisode heureux, en plus vous me disiez l'autre jour, puisqu'on était à Auch l'autre jour ensemble. Voilà. Et puis, vous avez fini votre carrière d'enseignant à l'école des Beaux-Arts de Paris de 2007 à 2014. Votre cours portait sur l'histoire de la création littéraire. Là aussi, c'est alléchant. Hors de question pour moi, évidemment, d'essayer de résumer le comment et pourquoi d'une œuvre, je dirais, rebelle et accessible, où le récit se met toujours au service de la réflexion au service d'une autre façon de considérer surtout notre façon d'habiter le monde.
sont des mots importants, je crois, quand on pense à votre œuvre. La narration des enfances provinciales dans les années 50 ou 60, avec la mort de Brune, ou celle de la Grande Guerre et de ses conséquences dans l'Orphelin, n'a rien du passéisme de la littérature régionaliste qu'a produite la Corrèze. C'est ce qu'on lit dans l'article par ailleurs remarquable que vous a consacré l'Encyclopédie universaliste. Si vous voulez savoir beaucoup de choses sur Pierre Vergogneau, plutôt que d'aller sur le sempiternel inévitable de Wikipédia maintenant, moi je conseille l'article de l'Encyclopédie universaliste qui est très très remarquable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous ne connaissez pas? Bon, oui, encore alors, hein, il est vraiment bien. Donc, pas plus que l'évocation des vies obscures et rebelles d'une institutrice dans Miette, d'un bûcheron ou d'un grand-père paternel, reconstruit à partir d'une photographie dans François. Bon, je vous laisse confirmer ou contredire ces rapides descriptions de votre travail. J'espère que vous pourrez aussi nous parler de cette extraordinaire entreprise impressionnante, je ne sais pas quel qualificatif vous employez, vos 5 volumes de carnet de notes, où l'on relève, on accompagne plus que jamais ce que j'appellerais un acharnement à vivre. Je me contenterai pour conclure ces quelques mots trop rapides de lire un extrait de la 4e de couverture de Miette qui en dit long sur le style Vergogneau et, je risque l'expression, cette authentique métaphysique qu'il habite. C'est quelques lignes. Le haut plateau granitique du Limousin fut l'un des derniers refuges de l'éternité. Des êtres en petit nombre y répétaient le rôle immémorial que leur dictait le sang, le sol et le rang. Puis le souffle du temps a touché ces hauteurs. Ce grand mouvement a emporté les personnages et changé le décor. On a tâché de fixer les dernières paroles, les gestes désormais perdus de ce monde enfui. Et j'aurais presque rajouté, la citation s'arrête là, enfoui aussi à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux. Voilà, Pierre Vergogneau, je vous laisse reprendre le fil de cette présentation infiniment trop rapide, insuffisante même, et surtout je vous remercie infiniment de votre présence en ces temps difficiles pour nous tous, et je sais que pour tous ceux qui sont là, ça fera du bien de vous entendre. Alors, en un mot, Pierre Vergogneau va vous parler de son travail, évidemment, et puis je lui avais demandé instamment, comme je demande à tous les écrivains, de lire quelques extraits de son œuvre. Il a aussi obstinément refusé de le faire, mais on est tombé assez facilement d'accord pour que je lise quelques extraits. Donc on écoute d'abord Pierre Vergogneau, puis on ne sait pas exactement à quel moment je dirai les textes, ce sera selon l'envie et selon la manière dont on sent les choses. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, mon zinzin, avant toute chose, l'air continue par l'espace, j'ai le bourrichon extrêmement monté, parce qu'on est rue Saint-Simon. Et juste avant, j'ai traversé la rue Philippe d'Anjou. Et je ne mets rien ni personne, maître de prose, au-dessus de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, peut-être. En plus, c'est à Versailles. Vous n'imaginez pas l'écart vertigineux entre ces lieux chargés d'histoire, de texte, et la sombre Corrèze, où j'ai vu le jour. Alors je pensais commencer par nager dans les superficies, comme dit Saint-Simon. Il y a un vieil adage qui veut que notre plus exacte vérité se reflète dans les yeux de l'ennemi. Ce sont nos ennemis qui sont les plus soucieux d'être fixés à notre sujet. Alors notre ennemi, ça a été pendant 1100 ans l'Allemagne. Nous avons un encombrant voisin en qui cohabite une brutalité qui a confiné parfois à la barbarie et une très haute culture. Alors on peut lire sous la plume d'un essayiste allemand qui s'appelait Ernst Robert Curtius. Il n'y a qu'en France que la nation entière considère la littérature comme l'expression de ses destinées. Elle assume la littérature, les fonctions dévolues chez nous à la philosophie, à la science, à la poésie et à la musique. Il n'y a qu'en France que la littérature ait été élevée au rang d'une religion.
un autre érudit qui s'appelait Erich Auerbach, qui a donné à la presse en 1947 un livre qui, à mes yeux, compte toujours. Il s'intitule Mimesis et il est sous-titré La représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Auerbach est allemand. Il estime que rien, absolument rien, ne passe nulle part sur la Terre l'éclat de la littérature française classique. Et il juge que rien ni personne n'a éclairé comme Balzac, Stendhal, Zola, ce que l'historien Karl Polanyi appelait la grande transformation. Le fait qu'à la féodalité qui remontait au 7e, 8e siècle, s'est substitué en l'espace de 2-3 décennies quelque chose d'entièrement autre, qui est l'économie en vue du profit du capitalisme. Or, la France n'est pas spécialement tournée vers le capitalisme. Nous sommes des catholiques et non pas des entrepreneurs calvinistes ou luthériens pessimistes. Nous n'avons pas le goût du business. Et pourtant, c'est en France que les nouvelles façons d'agir, de faire, de penser, ont trouvé cette expression hautement élaborée que, en l'absence de sciences sociales, la littérature leur a donné. Alors, de prime abord, il semblerait qu'il y ait là un mystère. Pourquoi la France est-elle, c'est une formule du journaliste récemment décédé Pierre Le Pape, pourquoi la France est-elle le pays de la littérature? Alors, la littérature ne tombe pas du ciel. C'est un fait qui est justiciable comme tous les faits d'un examen qui vise à tirer au clair, à porter au jour ce qu'on pourrait appeler sa causalité conditionnelle. Alors il semblerait que cet usage approfondi, ininterrompu de la culture lettrée ait à voir avec l'émergence, il y a à peu près 5 siècles, à la fin du XVe siècle, au tout début du XVIe, l'émergence de structures politiques d'un type entièrement nouveau, on appelle ça les États-nations. Ce qui distingue ces entités des empires des âges antérieurs, féodaux ou esclavagistes. C'est le fait que l'autorité centrale, qui est très forte, impose ses lois, sa monnaie, ses poids et mesures, sa religion, à tout un ensemble territorial intégré, et cela va même jusqu'à la langue qui est pratiquée dans cet espace. Un décret qui a été paraphé par le roi François Ier à Villers-Cotterêts en 1539 rend obligatoire l'usage, je cite, du langage maternel français dans tous les actes publics. Tout le pays est censé parler français. Et nul n'est censé ignorer la loi. Ces structures politiques, c'est-à-dire objectives d'un type nouveau, vont engendrer un nouvel homme et une nouvelle femme. C'est-à-dire vous, moi, nous. Nous sommes profondément différents de ceux qui nous ont devancés dans la grande temporalité. Si nous trouvions moyen de remonter le temps vers sa source, tout se passerait un peu mieux jusqu'à la première renaissance. Des gens, les hommes, les femmes que nous croiserions, nous paraîtraient à bien des égards semblables à nous, c'est-à-dire réfléchis, raisonnables. Mais si vous vous trouviez mêlés à un groupe soit de manants, de vilains, de roturiers, ou même un parti de nobles, mettons du XIIIe, voire du XIe ou du IXe siècle. Vous les regarderiez d'un œil horrifié et les prendriez pour ce que, d'une certaine façon, à nos yeux bien sûr, ils étaient des enfants.
un philosophe qui s'appelait Thomas Hobbes décrit le méchant comme un enfant robuste. Nous nous heurterions à quelque chose de très différent de ce que nous sommes, et ajouterais-je, savons être. L'homme nouveau qui émerge de ces structures politiques objectives diffère de tous ses antécédents en ce qu'il est conscient de lui-même. Il est ce qu'on appelle une intériorité réfléchissante. Et il va publier son acte de naissance. Nous avons l'acte de naissance, les femmes et les hommes que nous sommes. Il existe en 3 versions. L'une, elle est espagnole, c'est le Don Quichotte de Cervantes. Le temps des fantasmagories, de l'enthousiasme chevaleresque, ces temps sont révolus. Celui qui continue de se conduire selon les préceptes de la chevalerie combattante, celui-ci s'expose à des mécomptes gravissimes dans un état-nation d'un type nouveau, acquis aux axiomes, aux principes de la rationalité. Le deuxième acte de naissance a été rédigé en anglais par celui que je regarde comme le plus grand écrivain de tous les temps, c'est William Shakespeare. On trouve sous la plume d'un type qui est mort en 1616, le même jour que Cervantes. C'est quand même un curieux hasard. Des sorties du genre la vie est un conte plein de bruit et de fureur, débité par un idiot et dépourvu de signification. Ça a 500 ans. Voilà ce que des esprits de ce temps sont capables de produire. On chercherait non pas seulement l'équivalent, mais la prémonition de cette conception tragique, terrible, dans la littérature antérieure. La France est alors une des 3 premières puissances de la Terre, avec l'Espagne solaire de Philippe II et l'opiniâtre Angleterre de la reine vierge, la reine Élisabeth. Eh bien, c'est un petit hobereau périgourdin qui s'appelait Michel Équem et qui habitait la châtellenie de Montagne, en vérité, je pense une erreur de graphie, qui nous livre en 3 volumes ses essais, c'est-à-dire ses expériences, avec un exergue, je suis moi-même la matière de mon livre. Voilà. La littérature émerge littéralement d'une reconfiguration politique profonde, non pas seulement de l'Europe, mais du monde, parce qu'à peine constitués, ces États-nations que l'historien Braudel appelait les universelles aragnes vont porter sur l'ensemble du globe, les 7 mers et les 5 continents, un regard avide, féroce, que j'imagine injecté de sang. L'état du monde actuel s'en ressent. Si on parle français dans la touffeur humide des forêts du Gabon ou les neiges du Canada, espagnol, partout en Amérique latine, anglais, partout sur la Terre, cela vient de ce qu'à un certain moment, 3 puissances de l'Europe occidentale se détachent, s'arment et partent à la conquête du restant du monde. Depuis lors, nous n'avons jamais plus cessé, sauf pendant une 50aine d'années, entre 1778 et 1830, de noircir du papier. Alors, ce papier présente un certain nombre de particularités. En un mot, commençons. L'éblouissante littérature française classique est sortie des blanches mains de l'aristocratie foncière. L'aristocratie ne sert plus à rien, elle est morte à peu près à l'instant où la monarchie absolue s'impose. Elle ne sert plus de rien, elle va mener une existence parasitaire pendant 2 ou 3 siècles avant d'être raccourcie sous le couperet républicain. Alors il y a 1000 façons de meubler son loisir, les balles, les tournois, etc., etc. Et pour une faible fraction de cette casse, la réflexion, l'expression littéraire. Alors, je peux vous donner des exemples. Michel de Montaigne, Pierre de Ronsard, Joachim du Plessis, René Descartes du Perron. La grande philosophie rationnelle sort elle-même des mains de la noblesse terrienne, de La Rochefoucauld, de Montesquieu, Charles de Secondat, de la Brève de Montesquieu, Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon et père.
J'ai toujours le bourrichon extrêmement monté. Parler. C'est plus fort que moi, mon pauvre Didier. C'est plus fort que moi de parler de ces choses. Rue Saint-Cyr. Vous faites des heureux. Le seul trou, j'ai fait allusion, dans le texte ininterrompu qui escorte, seconde, éclaire, infléchit notre histoire, ce trou sépare l'année où Rousseau et Voltaire meurent à peu près simultanément, 1778, et 1830, où deux livres capitaux sortent des presses. Le premier s'intitule Le Rouge et Noir, il est signé d'un certain Stendhal, son prénom c'est Henri Beyle. L'autre, Les Chouans, la guerre en Vendée, est signé d'un type de Balzac, qui n'est pas noble du tout, mais tel est le prestige de la vieille caste déchue. On continue d'attribuer un prix plus particulier au fait d'avoir un nom en particulier. Dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on répand baïonnette au canon. Les 17 articles du décalogue, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme universelle, des droits de l'homme et du citoyen, partout, les sables brûlants de l'Égypte aux neiges infinies de la Russie, en passant par l'Espagne, l'Allemagne, Napoléon, etc. On peut croire que tout est terminé, la littérature peut mourir de sa belle mort, puisque tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Tous les hommes laissent les bêtes, bon, ça va pas. Il se trouve des gens pour dire, mais est-ce qu'une nouvelle féodalité ne se serait pas substituée à celle sous laquelle nous avons gémi, sous les Bourbons, sous les Capets? Voilà. La littérature tombe dans la meilleure partie de son histoire est sortie de l'aristocratie. Eux seuls ont du loisir, eux seuls vivent du surplus du travail paysan. J'ai entendu les chiffres à la radio hier. La noblesse représente 2% de la population et elle absorbe 38% du PIB. Ce qui explique les fastes de Versailles, l'éclat de la prose de Saint-Simon et mille autres choses. Lorsque périt, elle est remplacée par une classe d'origine urbaine, comme son nom l'indique, qui s'appelle la bourgeoisie. Et les rapports sociaux sont bouleversés. Au lieu que les vilains aient à s'acquitter des taxes archaïques sur la taille, le champard, la dîme pour le clergé, etc., il n'y a plus d'ordre privilégié. Les deux ordres privilégiés, le premier c'est le clergé, le deuxième la noblesse, ont disparu. Et c'est un nouveau contrat de travail que l'homme écu propose à ceux qui n'ont que la force de travail intellectuelle, surtout matérielle, à louer. Ce qui fait la grandeur de cette littérature bourgeoise, c'est que tout privilégié, tout bourgeois qui se respecte se trouve placé devant le dilemme suivant. C'est parce qu'il a bénéficié des facilités que sa condition d'origine lui procure qu'il peut percevoir une certaine vérité des choses qui échappent à ceux qui sont commis au dur travail productif. À un certain moment, il va se heurter à des faits qui sont contraires à son intérêt de classe bien compris. Il abdiquera son droit d'aînesse intellectuelle et il ne sera jamais qu'un bourgeois. Ou bien, il se range à la loi d'airain de la recherche et il prend en compte ce fait gênant de certains égards et le rend public. Généralement, ça ne traîne pas. Par exemple, un garçon pour qui j'ai beaucoup d'estime, Gustave Flaubert, donne à la presse un texte, un roman qui s'appelle Madame Bovary, qui s'achève par ces mots: il, Roméo, pharmacien, il vient d'avoir la croix d'honneur, point final. Tous ceux qui avaient quelques valeurs personnelles ont été humiliés, détruits dans ce livre, les coquins triomphent. Et la réponse ne se fait pas. Attends, la justice du Second Empire qui veille au maintien de l'ordre, cite Flaubert à comparaître et envisage dans un premier temps de lui infliger 2 années de prison pour avoir dit ce qu'il a été, mais purement et simplement du monde qu'il habitait et qui ne ressemblait pas tellement aux beaux rêves qu'avaient pu faire les patriotes constitutionnels des étés 89-91. En principe, les gueux n'écrivent pas. Il faut avoir disposé longtemps du loisir studieux, ce que les Grecs appelaient la scolée. Le mot scolé en grec, le loisir studieux, mais le mot école scolaire. Pour
percer les apparences qui nous dérobent éternellement l'essence et entrer dans cette clarté seconde ou troisième qui serait peut-être celle de la vérité dans nos conditions. Nous ne touchons pas en arrivant à la notice explicative, c'est à nous qu'il appartient d'aller la chercher, où qu'elle se tienne, ou non. Après avoir nagé dans ces superficies moyennes, je vais descendre dans de certaines profondeurs où il ne se peut pas que je n'aille pas. Qui que ce soit vous croisez dans les pays développés, en France en particulier, cette personne est lettrée, alphabétisée. Les décrets Jules Ferry, c'est 80-82, 1880-1882. Depuis lors, tous les Français possèdent les 26 caractères de l'alphabet. Ça change tout. Nous ne sommes plus pareils à ceux qui, dans la première moitié du XIXe siècle, tout au long de l'Ancien Régime, étaient excommuniés de la culture écrite et de ce qu'elle peut procurer à ses usagers. Et cela tient à ce que l'écriture est un acte que je qualifierais volontiers de magique. La parole est naturelle. On parle, vous le savez, à peu près 5000 langues sur la Terre, actuellement. Il en disparaît une tous les 15 jours. Très bientôt, il y aura partout l'Asic English ou le chinois. Dans 100 ans, le chinois. Mes descendants parleront, vos descendants, en chinois mandarin. Au terme de Nouvelle-Édith, Villers-Cotterêts, qui rendra le chinois mandarin obligatoire dans toutes les portions du globe, libre aux enfants de vos enfants, aux arrière-petits-enfants, d'apprendre comme on fait pour l'Occitan à Toulouse, le français, comme une curiosité. Donc 5000 langues. 230 sont écrites vraiment. Il en disparaît 15 par jour. Et il est sans exemple que les Européens, dans leur expansion coloniale, impériale, criminelle, souvent, il est sans exemple qu'ils aient rencontré des groupes d'hommes, j'ai employé l'imparfait subjonctif, pardonnez-moi, qui ne parlassent point. Si étrange que puisse sembler nos semblables. Je pense au Papou de Nouvelle-Guinée qui vient parmi les derniers groupes qui étaient mis en présence de la civilisation des Européens. Ils parlent comme nous. Ils ont des langues rigoureusement similaires aux nôtres, même si elles appartiennent à des familles extrêmement différentes. Je parle du papouan, la langue de Nouvelle-Guinée. Elle a 42 déclinaisons. Le latin en a 6, l'allemand 4. Mais lorsque vous arrivez chez les papous, il faut vous attendre à ce que le même mot change 42 fois. Parce que si je suis un homme qui parle à un homme de mon clan, je vais imprimer une certaine forme au mot que je lui adresse. Mais si, étant homme, il m'adresse à un homme, il n'appartient pas à mon clan, je vais marquer sa non-appartenance par une autre modification. C'est invraisemblable. Enfin, et c'est terrible, lorsque tel mot de l'usage, tel nom commun, évoque le nom propre d'une personne récemment décédée. Par égard pour les mânes du défunt, on va faire disparaître ce nom du vocabulaire. Ce qui fait que c'est une langue et une société sans mémoire. Donc la parole est naturelle et on ne sait pas, je pense qu'on ne saura jamais depuis quand se mêle au verbiage des oiseaux, au ressac de la mer, au hurlement du vent, à la stridulation des insectes, ce bruit très particulier qui résonne dans la cloche acoustico-sémantique que crée un groupe humain. Il n'y a rien de comparable sur la Terre à la parole. Nous seuls. C'est l'éminente, l'éclatante, la scandaleuse particularité des bipèdes pensifs que nous sommes, que de sculpter l'air atmosphérique qui nous tient en vie et de transférer par ce médium, ce vecteur, des significations qui, frappant l'oreille, puis le cerveau de nos semblables, se transformeront en représentation, en intention. La parole est naturelle. L'écriture est un produit culturel et un outrage politique. Il semblerait qu'il existe des gens pareils à nous depuis à peu près
50 000 ans. Lorsque j'habitais ma petite patrie du sud-ouest, j'ai eu, figurez-vous, l'exorbitant privilège de croiser dans les rues de ma sous-préfecture le pape de la préhistoire, qui s'appelait l'abbé Breuil. Et au nombre des gens que j'ai plus ou moins fréquentés, il y avait les 3 frères Buissoni, dont 2 étaient prêtres, qui en 1908, en août, ont exhumé d'une paufia, on dit en patois, d'une grotte d'un patelin qui s'appelle la Chapelle-aux-Saints, le premier squelette intégral d'un néandertalien. Si vous regardez l'homme de Cro-Magnon, les vestiges osseux, c'est nous. Il est exactement pareil. Il serait là, vous ne le distingueriez pas du restant de l'assistance, sous la réserve qu'on mettrait un pull et un masque. Voilà. Si, en revanche, mon compatriote néandertalien de la Chapelle-aux-Saints poussait la porte, vous reculeriez épouvanté et vous blottiriez dans les bras les uns des autres au fond de la pièce. C'est ainsi. Comment se fait-il que des gens rigoureusement identiques à nous, avec la même cylindrée intracrânienne, 1500 cm3, 30 milliards de neurones, n'aient pas inventé l'écriture tout de suite? Pourquoi il fallu attendre à peu près la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ pour que des gens de la race de Cro-Magnon, des Irakiens en l'occurrence, s'arment d'un roseau taillé en pointe et d'une poignée de limons pris sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, pour d'un seul coup s'arracher et nous arracher, puisque nous en sommes les bénéficiaires, les légataires, à ces 2 puissances maléfiques que sont l'indécision, l'incertitude et l'oubli. Alors, de même que la littérature française et à quelque degré la culture française se déduisent d'une véritable révolution politique, qui est la formation d'un État-nation hautement, fortement, férocement centralisé. La naissance de l'écriture est liée à l'émergence des premières sociétés historiques, c'est-à-dire formées de groupes internes antagonistes. Pendant 50 000 ans, il semblerait que le monde ait été parcouru de petits groupes de chasseurs-cueilleurs pratiquant ce qu'on appelle, avec les ethnographes, une économie d'occupation ou de prélèvement. Ce sont des sociétés d'égout et GUX, on partage. Un jour, la chasse est bonne pour moi, mais mauvaise pour mon camarade, mon frère. Et le lendemain, c'est l'inverse. On n'a pas besoin d'écriture, alors que si vous avez vu un jour les œuvres qui ornent les grottes peintes comme celle de Chauvet ou de Lascaux, vous dites des gars qui étaient capables de peindre avec cet éclat, ce talent, ce génie, la faune terrible des âges glaciaires, étaient parfaitement capables d'inventer un système pictographique comme les Égyptiens, comme les Chinois, grâce à quoi nous saurions 40 000, 17 000 ans plus tard, ce qu'ils pouvaient bien faire, penser, croire, rêver, espérer, sur les bords de la Vézère, dans le département de la Dordogne. C'est 24 mètres d'eau pour l'édification des habitants de l'Île-de-France. 2024, c'est quelqu'un de la Dordogne. Généralement, il roule sur la voie droite du périph', à 30 à l'heure, sous les lazis et les sarcasmes. Je connais, j'ai fait l'expérience. Bon, mais je m'écarte de mon sujet. L'écriture naît du besoin de comptabiliser le travail forcé des esclaves de la Mésopotamie, c'est tout. À l'origine, c'est un instrument comptable, un outil de coercition. Il paraît, un scribe l'a dit, que les esclaves regardaient terrifiés, comme une sorte de demi-dieu, le scribe assis à la porte du temple ou du palais, avec les tablettes d'argile, qui a regardé l'esclave qui se présentait, lui demandait son nom. Tu dois un boisseau d'or et deux agnelles. Tu dois 10 croisettes d'or ou de cuivre et une chamelle. Comment un seul homme pouvait-il avoir présent à l'esprit le nom de dizaines de milliers d'esclaves et la nature du tribut qu'ils étaient tenus de verser? Parce qu'il y avait l'écriture. C'est quelque chose. C'est d'après l'anthropologue britannique Jack Goody, et je le crois.
l'événement le plus important de l'histoire humaine. Rien n'a été à ce point chargé de conséquences que le geste que j'imagine naturel, dégagé de cet Irakien de jadis qui se baisse pour prendre une poignée d'argile, coupe un roseau et un partout. Et il commence à porter des marques dans sa tablette. Tout le reste s'ensuit, y compris la civilisation moderne qui roule sur l'écrit. L'écrit permet d'accéder à cet ordre, à ce registre occulte qui gouverne en sous-main dans un premier temps, en toute clarté dans un second temps, l'usage que nous faisons de notre pensée. La preuve, ce sont les mythes. Les mythes sont la littérature, quoique le mot ne convienne pas, des groupes qu'on qualifie d'acéphales, pas de tête, pas d'état, et d'agraphie, ça fait écrire. On a recueilli abondance de mythes dans son expansion terrible. L'Europe s'est trouvée confrontée à des petites sociétés qui racontaient des histoires que mon compatriote, le président de la République, Jacques Chirac, aurait qualifié d'abracadabrantesque. Je ne sais pas si un mythe vous est passé sous les yeux. Un immense savant qui s'appelait Claude Lévi-Strauss a consacré 4 livres magnifiques, mythologiques, à l'étude de ces textes qui échappent complètement à l'intelligence rationnelle des sujets d'État que nous sommes. Mais si on met au point une technique d'interprétation, alors on se rend compte qu'effectivement, sous ces dehors, à nos yeux, et à nos yeux seulement extravagants, des vérités de première main, pratiques, circulent. La science sociale européenne a essayé, dans un premier temps, et sans succès, de saisir ce qui distinguait la pensée prélogique, mythologique, de la nôtre. Vous regarderiez comme un enfant ou comme un fou celui qui vous raconterait au premier degré un mythe. Vous pouvez le lire, mais vous n'y croyez pas. Vous ne le recevez pas en votre créance. C'est à vos yeux, mais parce que des sujets graphiques. Quelque chose d'extravagant qui manque au premier principe. Sur quoi repose tout le raisonnement, celui de non-contradiction. Et c'est là la limite dont la parole miraculeuse, pourtant, est affligée. Une société sans écriture ne peut rien livrer sur son propre compte et à son propre sens que ces récits, que ces histoires que nous ne saurions avouer. Une seule chose nous distingue des sauvages emplumés que l'Europe a rencontrés tout au long de cette carrière conquérante, la seule différence est l'écrit. Ce qui fait que lorsque, en 1979, le livre de cet anthropologue anglais Jack Goody a été traduit en français. Il s'intitule en anglais, je parle anglais, excusez-moi, The Domestication of the Savage Mind, la domestication de la pensée sauvage. Ce livre a été traduit aux éditions de Minuit dans la collection que dirigeait le sociologue Pierre Bourdieu. Et Bourdieu, qui est un homme extrêmement perçant, a rajouté un sous-titre de son truc, La raison graphique. Ce que nous appelons la raison a très certainement à voir avec une certaine disposition pensive qui nous est propre, dont on ne trouve nulle part l'équivalent chez les animaux, mais sous les espèces conquérantes qu'elle a vêtues. Eh bien, elle est indissolublement liée à l'écrit, donc à l'État, donc à l'école. Si nous avons fait un tel usage de l'écrit, c'est parce que les conditions historiques se trouvaient réunies en France pour que nous utilisions à plein cette espèce d'invention dans l'invention, de révolution dans la révolution, qui a été l'invention de l'alphabet. Nous usons d'une notation phonétique, alphabétique. Si vous regardez par exemple ce qui se passe en Chine, puis j'ai fait allusion à la Chine tout à l'heure, et que vous penchez sur l'épaule d'un scribe pour voir un peu comment il s'y prend, vous reculez épouvanté. Un Chinois ne peut pas lire le journal à moins de, s'il ne possède pas 5000 caractères. Vous en possédez 26.
Donc 20 suffirait largement, on n'a que faire du W, du H, du Y, etc., etc. Il faut fournir un effort 250 fois supérieur à celui qui est demandé à un petit écolier du CP, un écolier chinois, 250 fois plus. Et c'est quelque chose qui me trouble toujours, que le poids écrasant de ces systèmes idéogrammatiques, quand nous sommes les bénéficiaires d'une invention qu'on peut dater précisément et non moins précisément située, ça remonte à 14 ans avant Jésus-Christ. C'est en Syrie, dans une ville qui s'appelle Ougarit, qui est à feu et à sang à l'heure actuelle, que la Syrie est en proie à la guerre civile. On a trouvé les premiers signes phonétiques. Nous ne saurons jamais, et je le regrette, parce qu'il faudrait lui édifier une statue de 12 pieds en or pur. On ne saura jamais quel héros, quel génie, au lieu de se tuer à noter les choses, comme le font les Chinois, comme le faisaient les adeptes de l'écriture cunéiforme, comme l'ont fait les Égyptiens, au lieu de noter les choses, on va noter les sons. Ce héros, ce génie, ferme les yeux sur la splendeur, la diversité infinie du monde, et écoute quoi, mais la foi de l'esprit, la voix humaine. Et il découvre quelle trouvaille, que, alors qu'elle varie à l'infini, elle roule sur un très petit groupe de sons. Donc on va noter les sons. Et on passe de, je ne sais pas combien, 1700 cunéiformes, 80 idéogrammes, à 26 caractères alphabétiques. La dernière chose, c'est l'inégalité qui règne en France depuis toujours. Je ne sache pas qu'aucune société ait jamais posé l'égalité comme principe, non pas seulement formel, mais matériel. Je vous disais que l'essentiel des cartes françaises est sorti dans un premier temps des mains de l'aristocratie, dans un second temps de celle de la bourgeoisie, qui est une classe citadine, qui est urbaine. Il m'est venu une idée très saugrenue il y a bien longtemps. Lorsque j'étais gosse, à 500 km de Versailles par exemple, je fréquentais assidûment la bibliothèque municipale parce que pour les gens de notre sorte, l'écrit, l'expression écrite est devenue une sorte de besoin du deuxième ordre. Nous avons 4 besoins qu'on qualifie de primaires. Il faut manger, avoir nos vêtements, un toit et un minimum de sécurité. À ce compte-là, à ce prix-là, vous ne mourrez pas de froid, de faim, de misère. Mais, parce que chaque pays a une histoire propre, que certains sont plus développés que d'autres, parce que nous sommes scolarisés tous et durablement, et de plus en plus durablement. Nous éprouvons le besoin de parvenir à une notion extrêmement précise de la vie que nous menons. Alors c'est la deuxième citation et la dernière de la soirée. J'ai trouvé ça sous la plume d'un philosophe qui est mort au début des années 60 qui s'appelait Maurice Merleau-Ponty. Il écrit « Toute action, tout amour est hanté par l'attente d'un récit qui les changerait en vérité du moment où enfin on saurait ce qu'il en a été. » Il y a cette longue tradition littéraire française qui fait que soit consciemment, soit obscurément, on attend que ce qui se passe, ce qui arrive, soit revêtu de ce caractère d'exactitude, de netteté, de clarté, de cet éclat, que seul l'écrit peut imprimer à notre expérience. Donc parmi les choses qui gênaient le gamin que j'étais, il y avait le fait suivant. Lorsque j'ouvrais un livre, il était écrit par quelqu'un qui avait un nom à coucher dehors. Genre, comme disaient mes élèves, un Parisien. Et il parlait toujours de lieux où je n'avais jamais mis les pieds. Mais qu'est-ce donc que ce Père Lachaise, nous Rastignac, défie Paris? Enfin, de gens très différents de ceux que nous étions. J'habitais un département à forte composante rurale. C'est des paysans que je connaissais qui parlaient patois, c'est-à-dire l'occitan. Et inversement et symétriquement, il n'était jamais fait mention
entre les plats de couverture des ouvrages imprimés, des choses prochaines et des gens qui m'étaient familiers. J'ai perçu cela comme un déni de justice. Quoi? Nous serions taillés dans une étoffe si grossière que nous ne mériterions pas que personne célèbre en vers ou en prose nos visages et nos usages, pas plus qu'il n'y avait parmi nous de sculpteurs, de peintres, de musiciens, d'architectes brillants qui auraient édifié à notre intention des résidences mémoriales, du jardin à la française, sculpté nos visages et nos gestes dans le bronze ou les us taillés dans le marbre. Donc, l'idée saugrenue est la suivante. Vous avez tous vu, même à l'heure du GPS, des cartes géographiques. Il y a des conventions. En vert, les prés, les bois, les cultures. En bleu, les eaux, les rivières, les étangs, la mer. En noir, le réseau ferroviaire. Deux fils noirs, une route d'intérêt secondaire. En rouge, les nationales et les autoroutes. L'idée saugrenue était qu'on aurait pu ajouter une couleur sous l'idéalisme particulière, mettons du gris, qui aurait indiqué le degré de couverture symbolique du pays. Lorsqu'un petit Parisien se demande ce qu'il convient de penser de tel ou tel endroit de Paris, le Père-Lachaise, le jardin de Luxembourg, il a fait mention dans 100 livres. Il n'a pas à se fatiguer, il n'a qu'à s'asseoir bien tranquillement, et puis tourner les pages, et il saura exactement ce qu'il importe de penser, de dire, du Père-Lachaise ou du jardin du Luxembourg. Je restais stupéfait, comme les adultes, comme tous mes petits compatriotes, devant les choses prochaines. Je sentais intensément ce qu'elles me disaient, mais j'étais incapable de leur prêter voix. Donc, à côté de zones très sombres, gris ardoise, gris artillerie, presque noires, Paris, certaines régions riches, opulentes de France, par exemple la Normandie, le Flaubert, de Maupassant, de Pierre Corneille, etc. Il y avait des blancs sur la carte. J'étais dans le blanc. On avait toujours été dans le blanc. Le blanc était, depuis le paléolithique inférieur, notre destin. C'était une région pauvre, pas de surplus, pas d'écrivain, pas de peintre, d'architecte, rien. Mais j'ai été le bénéficiaire de l'aggiornamento de la deuxième moitié du siècle dernier, où j'ai quitté l'école 13 ans après ce qu'on appelait les certificats d'études primaires. Mon professeur de français latin grec, mes parents désiraient que je poursuivisse par mon étude. J'ai quitté ma petite patrie, j'ai franchi le terrible seuil démographique de 100 000 habitants. Si vous n'avez pas d'agglomération qui atteigne ou excède 100 000 habitants, la division du travail ne sera pas suffisante pour permettre qu'il existe un corps de spécialistes dans chaque partie importante. Et on restera Benet, Grosjean comme Devant. Et lorsqu'une certaine heure fut venue au cadran de mon histoire, je me suis dit, c'est injuste. J'aimerais bien être un peu précisément fixé, comme le sont mes compatriotes des régions fortunées, sur la nature de l'expérience que j'ai faite, mais personne ne s'en est occupé. Aucun adulte m'a remis la notice explicative, dactylographie, soit de brochure, qui sait un petit livre in octavo. Donc, le moment où il fallait s'y mettre. Se tourner vers les choses, vers le monde, sans voix. Donc j'étais à la fois l'hôte et, pour jouer sur les mots, l'otage. Et lui faire la question brutale, tu es qui? Tu me veux quoi? C'est comme ça que d'une main que j'ai porté une plume criminelle sur un papier scélérat, au début de la trentaine, et qu'avec l'inconscience des problèmes sur la pierre espèce, je voyais tout ça, monsieur Gallimard, qui m'a dit, bon, vous avez là, c'est quand même un crayon pique, puis on va signer le contrat. J'en finis, Didier. Non, c'est évidemment admirable. On entend une de vos voix, à l'intérieur d'ailleurs de la voix qu'on a entendue, il y en avait d'autres évidemment qui dictaient aussi une certaine réalité. Et donc moi je vais faire entendre une voix, une autre de vos voix, mais qui est aussi plus ancienne, mais qui est aussi percutante. Et je crois qu'à partir de là, on pourra engager le dialogue.
sachant que le dialogue pourra partir dans toutes les directions que vous avez ouvertes, et si tout va bien, donc à 6 heures demain matin, nous nous séparons en disant on n'a pas encore pu poser le quart des questions qu'on aimerait poser, ou on n'a pas encore eu le quart de ce qu'on aimerait écouter pendant toute la nuit. Voilà, donc on va faire un grand saut dans le temps pour cette brève lecture. Dimanche 28 mars 1982. Nous avons passé cette nuit à l'heure d'été. Levé matin. Ciel couvert, très tendre, les vallées noyées d'un bleu profond. Aussitôt déjeuner, par les bois au-dessus des bordes. 3 heures de marche impétueuse, de chasse féroce sous le taillis, en lisière des prés. 2 carapuces oronitins, et dans la grange où je suis allé voir comment les planches de houx débitées à Noël séchaient, j'ai capturé, près de la petite fenêtre, un morluau endormi. L'après-midi, avec Cathy, dans les bois de la Mongie, il regorge de carabes, oronitins, problematicus, purpurescens, granulatus, cancellatus. Certains arbres morts, gainés de mousse, nous livrent jusqu'à 20 individus. Nous dénichons aussi des longicornes, Ragie inquisitrice et Ragie à 2 bandes. En tout, 150 captures en moins de 2 heures. Spectacle dont je ne me lasse pas. L'apparition, dans le bois décomposé, couleur de rouille ou de boue, sous l'écorce, d'insectes pourpres, dorés, pareils à des gemmes, à des joyaux, à du métal précieux finement ouvré. Je me demanderai à 2 ou 3 reprises, par précaution, si je suis bien réveillé, si ce n'est pas un de ces songes divers, quand toute profusion, splendeur, facilité, joie ont déserté le monde extérieur, et que c'est de la mémoire des rêves qu'il faut les tirer. J'essaie de tirer des noms latins des petits insectes, les carabes. C'est pas facile avec le masque, et même sans le masque, de lire les oronitins, je répète, parce que je me suis planté, j'avais pourtant bien répété, oronitins, problematicus, purpurescens, granulatus, cancellatus. Ça vient tout seul? Ouais. Lu, lundi, lundi 29 mars 1982. Toute la matinée à préparer les prises d'hier. J'y avais passé la soirée. Le temps se lève. Ciel très pur, émouvante douceur, sensation de halte, de temps retrouvé, d'éternel été. Retour à la Mongie. Ninou est à partie. 50 captures supplémentaires avec prédominance d'oronitins et problematicus. D'hier, il me reste une fatigue qui rend coûteux chaque geste, de parler même. Paul se porte à merveille. Il nous égaye, parle, rit, s'active. Jean et Marie ne rentrent que pour manger. Le reste du temps, ils sillonnent les environs à pied, à vélo. Je suis tout à la chasse, puis à la préparation des insectes. C'est à peine si une pensée traverse la cervelle de la journée. Il y a 3 jours, nous travaillions aux portes de Paris. Nous allions avec effort, usure, d'une étape à l'autre de la journée, et nous voici dans la solitude et le silence, les bois, la paix. Les pensées blessantes, les craintes mortelles qui me traversent ou me rongent quand je suis au bureau, tenter de m'instruire, se dissipent comme fumée délétère dans l'océan d'air qui baigne les hauteurs. Est-ce qu'il en coûterait moins de vivre dans la campagne corrézienne que dans la banlieue où nous nous sommes transportés? Je suis porté à le croire. Mardi 30 mars 1982. Il a neigé légèrement dans la nuit. La lumière cotonneuse de l'imposte dans le couloir me l'apprend avant même que j'ai ouvert les volets. Toute la matinée à piquer et présenter les prises. Après déjeuner, tandis que Cathy part élaguer les Douglas, nous nous rendons avec Ninou à Rouffia, puis au Boucheron. La neige s'est remise à tomber. C'est comme si nous avions passé en l'espace d'une nuit, à reculons, de l'été qui nous a rendu inopinément visite, hier, aux heures de la Noël. Je transpirais dans les bois de la Mongie et je frissonne sous le rideau mouvant des flocons.
à la sortie de Davignac, dans les châtaigniers, puis sur les abattis, près de la mine d'uranium, je récolte Carabus nemoralis. Lecture de l'histoire de la linguistique de Robbins. Mercredi 31 mars 1982. Il neige toujours. La campagne est blanche à perte de vue, mais il ne fait pas froid. Occupé jusqu'à midi à traiter les captures. Ça tourne à la corvée. Les insectes prennent dans la mort des postures extravagantes. Les pattes s'étirent en tous sens. Le corps se replie, se gauchit. À la fin, j'ai les yeux brouillés. Quoique la neige tombe encore lourdement, je pars seul explorer les taillis du Courgeat, de la Maçonnie, de la Bachellerie. Les arbres s'égouttent. L'humus est détrempé, les souffles gluantes et noires. Pas une âme, et je songe qu'il faut attendre un gif 1 minute et plus opportun et qu'un interstice apparaisse dans le flot de la circulation pour sortir à ses risques et périls. Toujours les mêmes espèces, mais je ne désespère pas de rencontrer celles qui figurent dans les livres. Samedi 3 avril 2003. C'est à Tulle que nous avons retrouvé hier le printemps, les arbres en fleurs, les premières feuilles aux branches des marronniers. Nous sommes arrivés à Brive vers 5 heures. Levé tôt, avec Jean sur la route de Lampeuil. Nous roulons un assez long moment avant de trouver des arbres abattus d'assez vieille date et un emplacement où s'arrêter. Fouille décevante. C'est au retour, peu avant Palisse, que nous dénichons 4 spécimens de Carabus intricatus, aux élytres rugueux, embrouillés d'un beau bleu profond. La chaleur nous alanguit. Deuxième expédition, au milieu d'après-midi, tous les 4. Nous montons d'abord à Chavagnac, mais il s'en faut de quelques jours encore que l'aubépine soit fleurie. Nous descendons dans la vallée de Planche-Torte. Je m'engage sur le vieil ferroviaire, longe l'escarpement gréseux où s'ouvre une grotte. Le soleil qui descend illumine l'autre versant. C'est dans un tronc abattu que Cathy découvre 2 Chrysotribax hispanicus, 2 joyaux qui brillent dans le soir de l'éclat du feu, élytres allongés, fusiformes, où semblent passer, se mêler toutes les couleurs, émeraude, or, lilas, pourpre, violet. Les traités d'entomologie circonscrivent sa répartition au département de la Lozère et du Tarn. Oui, mais depuis 2 siècles qu'on jette des ponts sur les rivières pour faire passer rails et routes, cette bête aux ailes soudées, aux longues pattes, a parcouru les 50 lieues qui la séparaient de la Corrèze, et nous la rencontrons aux portes de Brive. Les Allemands l'appellent le coureur, der Laufer. Quand donc j'ai vu cette émission de télévision qui montrait l'intense circulation nocturne d'animaux petits et grands sur les ponts, la chaussée des barrages de retenue, sangliers, briblés roses et renards, fouines, sur le même versant, je recueille 4 cancellapus et un purpurescence. Pas lu une ligne de la journée. L'appel de la campagne qui prépare ses fêtes, l'espoir de rencontres inédites, le trouble aussi de remettre mes pas dans ceux de jadis, de fouler des chemins que je croyais disparus avec les années où je les parcourais, tout m'enlève à moi-même, au calme, à la mélancolie qu'il faut étudier. Voilà, c'est quelques extraits donc de vos carnets de notes de 1982 pour les premiers extraits et 2003 pour les derniers extraits, mais qui étaient évidemment dans la continuité. C'est un choix de Pierre Vergouin, je le précise. Voilà, bon, je crois que nous pouvons passer maintenant au dialogue, aux questions et aux réponses. Philippe Perrault. Si j'ai bien compris votre thèse, c'est que à partir de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, les Français n'ont plus cessé d'écrire, sauf pendant 5 ou 10 décennies. Ce qui fait d'ailleurs que notre voisin encombrant, a déclaré que nous étions la grande nation. Le plus célèbre de la littérature.
de la littérature. Oui, parce que j'allais dire, la grande nation, c'est plus la littérature, effectivement, qui permet de dire que nous sommes la grande nation, plus que les performances économiques ou guerrières, sauf l'épisode napoléonien. Hein, bon, ce serait tout l'Angleterre. Voilà. Bon. Alors, comment expliquez-vous qu'il y a 80 ans, dans notre Limousin, on parle encore patois? La raison est toute simple. Il n'y a pas de moyen de communication qui avait permis aux gueux que nous étions de marcher à la rencontre du dehors, et rien chez nous qui incite à qui que ce soit venant du dehors à s'établir à nos côtés. C'est lié purement et simplement, à mes yeux, à la pauvreté foncière irrémédiable. Je vais faire le mariole, ce que les économistes appellent les moins bonnes terres d'économie politique. Celles qui ne livrent aucun surplus. Il n'y a pas de surproduit en Limousin, donc rien qui permette de subvenir aux besoins des virtuoses qui nous peindraient, qui décrivaient nos agissements, nos exploits. On n'était que le mot de Sartre, à propos d'un camarade de l'école normale qu'on avait expédié, je crois, à Limoges. On a envoyé en Limousin, non, chez les croquants limousins, arriérés, je cite, obtus, âpres au gain, les derniers des autres. Et officiers déclassés. Oui. Ce qui n'empêchait pas, j'en pose ça pour qui j'ai l'affection, de descendre de l'express Paris-Toulouse en gare d'Uzerge pour aller compter Fleurette, Mademoiselle de Beauvoir, de nos compatriotes. Deux Beauvoir. Et pas Beauvoir. Oui, je pense avoir été le témoin ou avoir recueilli les derniers échos de ce qu'on appelle la langue limousine, qui était une variété de l'occitan. J'en parlais avec une compatriote tout à l'heure. Lorsque deux personnes parlent occitan devant moi, même gascon, je suis la conversation. Mais je suis incapable de répondre dans les termes requis. Et chose émouvante, j'ai bouffé un peu plus de latin dans ma jeunesse. Le patois limousin est beaucoup plus proche de la langue latine que ne l'est le français, sachant que il n'y a pas trop de franciliens dans cette histoire, ils ne m'en voudront pas. Or, l'Île-de-France, c'est le pays des Francs, les grandes brutes blondes germaniques, qui avaient quand même suffisamment de discernement pour distinguer entre ce qu'on appelle les bonnes d'elles et les moins bonnes. Les bonnes sont sur la rive droite de la Loire, la Beauce, la Brie, la Picardie, c'est là qu'est la richesse véritable de toutes les sociétés pré-industrielles. Quand on passe la Loire vers le sud, bon, on tombe sur des terrains assez pénibles, des terrains médiocres. Donc, à mes yeux, si nous sommes restés à ce point captif du passé, si nous avons continué de jargonner un dialecte qui ressemblait beaucoup plus que le français à la langue latine, c'est parce que nous étions des pauvres. Je vais ajouter une dernière chose. Oui, c'est une boutade d'un linguiste très irrévérencieux. Qu'est-ce qu'une langue? Réponse du linguiste irrévérencieux. C'est un dialecte avec une marine et une armée. C'est pas fou. C'est pas fou. Le dialecte de la région parisienne, des bonnes terres, de la dynastie des Bourbons, s'est imposé à l'exclusion de dialectes concurrents, le breton, qui est un truc sceptique, la langue d'Aube, qui est parlé alsacien, les dialectes frontaliers. On s'y est mis à la dernière extrémité quand il n'a plus été permis, comme on disait dans les années 70, de vivre et de travailler au pays. Il fallait partir. Entre autres vestiges du temps d'avant, mes jeunes années, j'entends nettement l'accent parisien. Je trouve même un peu ridicule parfois, ou alors caricatural, la façon dont les gens de Paris s'y prennent pour réaliser le français, alors que c'est leur langue. Vous voulez deux exemples? Alors voilà. Il y a des consonnes qu'on qualifie de dentales. La langue prend appui
sur les dents. Et les Parisiens ont tendance à les palatalier, c'est-à-dire qu'en même temps qu'ils forment les divers mouvements qui permettent de produire une consonne dentale, ils appliquent la pointe de la langue contre le palais. Alors ça donne, il a une voix tchur. Il fait la même tchur. Parce que tchur, le prénom marche. Là où nous, dans le sud, nous jouons sur la longueur, les Parisiens jouent sur le timbre. Deux exemples. Je dis des pâtes de lapin et des pâtes. Je mange imperceptiblement le pas des pâtes alimentaires. Un Parisien dirait des pâtes de lapin et des potes. Des potes. Quand j'arrive à Paris, j'aimerais qu'ils disent le mot pote. C'est un pote, ça ne peut pas du tout. C'était des potes, ils font du plot. Le A tire vers le haut. Inversement, le haut est écrasé vers le. C'est possible. L'économie, le mobilier. J'exagère un peu, mais c'est ainsi que j'entends parler mes compatriotes du nord de la Loire, mais plus précisément de l'Île-de-France. Alors que, inversement, quand je m'en retourne dans ma petite patrie, je perçois nettement le caractère chantonnant du parler, qui est un legs dialectal, et qui tient à ce que l'accent tonique frappé, pardonnez-moi, l'antépénultième syllabe, bon, j'ai recueilli auprès des doctes de la Sorbonne toutes sortes d'explications sur le parler qui était le mien, et je suis infiniment reconnaissant à 500 km de distance d'avoir bien voulu éclairer ma antenne sur un certain nombre de choses que, en absence de voisinage éclairé, je sentais, mais ne comprenais pas. On y serait même pour Didier. J'espère qu'il sera de passage. Je ne vais pas le dire. Mais on a encore le temps pour une ou deux questions sans problème. J'ai soumis l'assistance. Non, au contraire. Non, moi j'en ai une qui est décalée par rapport à ce que vous avez dit, et pas complètement, qui nous tire un peu vers un autre horizon, mais finalement, vous avez associé tout à l'heure l'écriture à la raison graphique. Et quand on sait ce que devient l'écriture maintenant, qui est déstructurée, défaite, même par Internet, des SMS, etc., quel est l'avenir de quelque forme de raison dans ce contexte-là? Quelle raison restera-t-il? Y aura-t-il un reste de la raison? Vous êtes prêts? Je vais faire le petit prophète appointé par l'État, comme disait Max Weber. L'état actuel de la civilisation, toutes ces choses qui nous environnent, ce matériel perfectionné, vos personnes, vos esprits, sont l'aboutissement du projet rationnel formé, édité par, c'est très rare, un petit Français qui s'appelait René Descartes du Perron. Ça tient 4 mots. Se rendre comme, il croit devoir encore s'embarrasser d'un comme, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le discours de la méthode, c'est 40 pages, petit format. Ça pèse à peine. Mais c'est le manifeste de la raison résonante, conquérante, tel que un Français, et pour le coup, pas un Allemand, ni un Anglois, ni un Espagnol, était susceptible de le publier. Nous sommes raisonnables. J'ai une anecdote désopilante, ça va durer 30 secondes. Je tombe sur l'historien italien Carlo Ginzburg. C'était à Toulouse. On avait bu un coup de corbière qui était excellent, mais qui m'était monté à la tête. Et je commets l'impair monumental d'esquisser à l'usage de Carlo Ginzburg l'idéal type de l'italien tel qu'il est gravé sur nos cortex gaulois. Vous y êtes tous? Bon. Ginzburg est une magnifique texte, le lecteur m'écoute, se renfrogne à mesure que je protège sur l'idéal type italien tel que mon cerveau, etc., etc. Pointe vers mon cœur un index féroce, accusateur. Les Français, vous êtes arrogants. Dans le français du plomb. Les Français, vous êtes arrogants. Puis il change, comme tout Italien qui se respecte, comme tout acteur de visage.
vous êtes raisonnable. Vous avez compris qu'il m'offrait sur un plateau d'or la répartie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tellement raisonnables, ou des petits Français que je suis. C'est quand même nos brillants voisins latins. Oui. Avec ça, je me suis complètement fourvoyé, parce que j'étais en train de livrer un souvenir de jadis. Didier, me feriez-vous la grâce de bien vouloir me rappeler courtement quelle était l'exacte nature de la question que vous aviez sur la La journée? question, c'était l'impact de l'écriture associée à la raison. Oui. Didier, je ne sais pas si nous sommes, nous qui sommes des hommes d'un certain âge, habilités avec les trucs qu'ils ont travaillé pas, leur clavier, c'est l'aboutissement du projet rationnel édité par un Français en l'an de grâce 1619 en Allemagne. J'ai une deuxième anecdote. J'étais avec des jeunes, on travaillait sur un documentaire. Ces crétins mangeaient des barres chocolatées et buvaient du Coca-Cola Diet. Vous voyez la bobine que je pouvais pousser lorsque je les voyais siroter leur Coca-Cola Diet. Bon, ils étaient sur un plateau, le stress, la précipitation. On termine notre truc et les Grecs vont faire un bon repas pour marquer la fin des hostilités ou des opérations. Et je le dis avec bonheur. Je les ai vus rapporter du marché de la ville la plus proche d'excellents fromages, de très bons vins, des viandes bien choisies. Ils sont parano, quoi, c'est tout. On peut couper en deux, en trois, en quatre, par l'emballement, la précipitation de l'histoire actuelle, capable à la fois de se tenir sur l'extrême pointe de leur idée, tout en restant fidèle à un certain nombre d'acquisitions historiques, les fromages, le pinard, etc. Une phrase consolante, deux phrases consolantes. La totalité du passé est présente là, dans les choses et en vous. La deuxième, elle est d'un critique russe, elle le dira une Bartine. Rien ne se perd ni ne meurt dans la grande temporalité. Point. Tout sens fait un jour sans naissance. Il y a comme ça des choses que je trouve très réconfortantes. Moi, c'est des crétins, ils n'ont qu'un lobe à leur cerveau, ils sont complètement décérébrés. N'empêche, c'est eux. Ce sont comme des Jefferson. C'est les vivants, c'est eux. Donc ils ont leur bidule, ils font pas de trucs avec. Mais je ne peux pas ne pas croire que ce qui a été acquis, ce que nous avons tiré avec effort les ténèbres, de l'adversité, de l'ombre, se soit perdu. Ils sont nous maintenant. Nous étions eux hier. Rappelez-vous, ce sont les derniers mots que Jordan échange avec Maria dans Pour qui sonne le gars. Il va mourir, il a les jambes cassées, il est tombé de cheval, il a les jambes cassées, et les fascistes espagnols, la phalange arrive. Il va tirer dessus, on va tuer lui-même. Et Maria ne veut pas le quitter. Et il lui dit sur un ton d'empire et d'autorité, attends, je suis toi maintenant, voilà. C'est nous maintenant. Acceptez-vous de nous reparler un instant de la Syrie? Mon voisin, à droite, est un poète syrien. Il est arrivé il y a 6 ans, jour le jour, venant d'Alep, qui fuyait, Alep bombardé. C'est à Alep que le petit galant, allant marcher, voit une arrangère vendre des maquereaux et les emballe dans des feuillets. Alors le petit galant, qui a 24 ans à l'époque, possédait le grec, le syriaque, l'hébreu, le grec, le latin. Il attrape les feuillets et lit que la princesse Sherazade va se taire parce que le jour va bientôt se lever et qu'elle va prendre un certain repos avant de reprendre son récit auprès du cruel sultan Shahriar. Galant demande à la rangère combien. Alors elle croyait qu'il voulait lui acheter ses poissons. Alors comment pour une somme astronomique? Non, dit le petit galant, pas tes poissons, tes papiers. Je sais pas, 12 dinars. Bon, il avait une petite bourse qui était d'ailleurs en fait l'émanait du roi lui-même. Le roi était un apparateur de curiosité. Le petit galant laisse ses 12 dinars sur le comptoir, emporte la liasse de feuillets dans un caravansérail où il était descendu et commence à traduire le livre des 1000 ennemis qui s'appelle le Leila. L'émission a été emportée en 48 heures.
c'est en Syrie qu'on a trouvé le premier alphabet, la première notation phonétique de votre langue, celle que vous parliez à l'époque, et nos langues. Si vous trouvez le nom de l'inventeur de l'alphabet, vous me transmettez à mon compatriote qui me le communique, et on se cotise partout sur la terre pour lui bâtir une statue en or massif de 24 carats qui sera placée au centre du Gavi par quelques Bougaris qui auraient été recommandés. Et je souscrirai le premier. Je trouve que terminer sur un projet, donc sur une ouverture de l'avenir, c'est assez merveilleux. Surtout quand, pendant une heure environ, on a eu le privilège de bénéficier non seulement de votre réflexion, mais le mot ne convient pas. Vous aimez beaucoup, évidemment, et vous soulignez toujours le rapport qu'il y a entre l'écriture et la mémoire. L'écriture comme gardienne de la mémoire, c'est même ça, l'écriture. Je crois que quand on vous écoute, on a une mémoire ouverte, une mémoire vivante, une mémoire de notre culture, de notre civilisation, et on a surtout ce talent, ce génie que vous avez, le génie de la parole, qui permet de trouver des ressources assez incroyables pour partager cette mémoire. Il y a le sens, mais il y a autre chose que le sens. Alors, Poésie ouverte, puisque c'est le nom de cette aventure que nous vivons depuis 5 ans, a eu fortement raison de vous recevoir, Pierre Delagoniou, parce que je crois que là aussi, c'est dans la poésie, ou par la poésie, par une forme de poésie singulière, qui vous est particulière, qui est la vôtre, comme toute grande poésie, que vous arrivez à trouver la rencontre entre votre voix et la voix de ceux qui vous écoutent et qui se trouvent enrichis de votre parole. Voilà, pour ça, vraiment, un immense merci, parce qu'on est ému, bouleversé et tout simplement enrichi quand on a passé un moment avec vous, avec vos livres bien sûr, mais avec vous, c'est encore autre chose, et c'est sans prix. Merci infiniment. J'ajoute un mot à ce que vous venez de dire. Alors, c'est un psychanalyste parisien qui, en 1966, fait imprimer un machin de 800 pages intitulé sobrement « Écrit ». D'accord. Ouais, j'étais en prépa à Limoges, qui est dans la Haute-Vienne. C'est 87, probablement, entre un peu pesant à l'occasion. Derrière moi, alors j'arrivais de la Corrèze, c'est 19, et derrière moi, il y avait le fils d'un notaire limougeon, qui avait naturellement des ressources auxquelles je ne pouvais prétendre, et qui, presque négligemment, à l'interclasse, avait laissé traîner ce gros bouquin sur sa table. Je sais pas, je me retourne ce machin, je le tire à moi, je l'ouvre, je lis « Le style, c'est l'homme ». Ouais, quoi. Et le psychanalyste parisien, après avoir invoqué Buffon, continue. En rallierons-nous la formule à la rallonger l'homme à qui on s'adresse. Et pour qui n'aurait pas compris, je n'avais pas compris, il recommence, dans d'autres termes, le sujet reçoit de l'autre son message sous sa forme inversée. Non, de Dieu, je dis. Ouais, effectivement, selon que je m'adresse à un nourrisson, à un camarade de classe, à mon père, à des inconnus, à des amis chers, je change de langage. Donc il est bien vrai que c'est de l'autre que je reçois mon message, Didier, sous sa forme inversée. Voilà.